Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue. 224 heures Afrique à la une de l'actualité. Ce samedi, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu au siège de son ministère le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Il y a presque un an, le Soudan s'est réveillé avec un conflit armé entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Le conflit entre les parties belligérantes s'enlise de plus en plus. Le peuple soudanais pris au étau. Dans le même moment, les Nations Unies ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. C'est le dossier de la rédaction. Et dans le dossier sahraoui, nouvelle violation du droit international. La France, par la voix de son chef de la diplomatie, encourage les investissements en territoire occupé. Et avant de développer les titres de l'actualité, d'abord, le ministre algérien des Affaires étrangères a reçu un coup de fil de son homologue rwandais, Vincent Biruta, avec lequel il a échangé sur les questions de solidarité entre les deux nations à l'occasion de l'anniversaire du génocide rwandais. Et je vous le disais en titre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce samedi le vice-ministre russe des Affaires étrangères et le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov. Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie et procédé à un échange de vues sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne et les graves développements de la question palestinienne. Et on entame à présent le dossier de cette édition consacrée au dossier soudanais. Comme vous le savez, depuis le 15 avril 2023, le pays est secoué par un violent conflit entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Et ce samedi, le chef de la transition de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, a rendu visite aux troupes de l'armée sur la base aérienne de Wadi Sidna, à une vingtaine de kilomètres au nord de Khartoum. Comme vous pouvez le voir sur ces images, à noter que depuis le début de ce conflit, ce n'est pas la première fois qu'Abdel Fattah al-Burhan rend visite à ses troupes. Et à présent, on va voir le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, chef des armées Abdel Fattah al-Burhan, qui a également effectué une visite à l'occasion de Eid el-Fitr dans la ville d'Aroma, dans la wilaya de Kassala, à l'est du pays. Des foules enthousiastes ont accueilli Abdel Fattah al-Burhan. À noter qu'à partir de la mi-décembre 2023, près de 4000 personnes, selon les chiffres avancés par les Nations Unies, ont fui vers Kassala pour échapper aux combats liés à l'offensive des forces de soutien rapide sur la wilaya d'El Jazira et sa capitale Wadi Madaniya. Et le peuple soudanais, première victime du conflit, et l'ONU prévient les risques de famine sont réels au Soudan. En effet, les organisations onusiennes tirent la sonnette d'alarme et l'Organisation mondiale de la santé n'est pas en reste. Son porte-parole, Christian Lindmeier, a mis en garde vendredi contre les répercussions de l'aggravation de la crise au Soudan dans les mois à venir et à la lumière des restrictions persistantes imposées à la distribution de l'aide humanitaire et des fournitures médicales. Lindmeier a par ailleurs rappelé que le temps presse et que la situation risque de s'aggraver et de s'étendre à la région sans un arrêt des combats. Le temps presse. Si les combats ne cessent pas et sans un accès, sans entrave pour l'aide humanitaire, la crise soudanaise s'aggravera considérablement dans les mois à venir et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région. Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg et la situation pourrait être bien plus grave en réalité. L'accès des acteurs humanitaires est particulièrement limité.
Et justement, la possibilité de voir le conflit au Soudan s'étendre dans la région inquiète également le Haut Commissariat aux réfugiés. En effet, le HCR exprime son inquiétude et craint également une aggravation de la crise humanitaire de s'étendre aux pays voisins si les combats se poursuivent en raison d'afflux de réfugiés dans les pays voisins. Donc. Il existe un autre risque important que je vois croître. C'est encore assez petit, mais les signaux sont là. Le risque que les réfugiés partent vers des pays comme le Tchad. Nous savons tous que le financement de cette opération humanitaire est extrêmement faible. 6 à 7% des besoins sont financés. Et bien sûr, si les gens ne peuvent pas recevoir suffisamment de nourriture ou n'ont pas d'endroit où rester, les soins de santé sont très limités par ce manque de ressources. Certains d'entre eux voudront passer à autre chose. Depuis les premiers affrontements le 15 avril 2023 à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, des milliers de personnes ont été tuées et au moins 6,5 millions ont été forcés à se déplacer selon les chiffres onusiens. Pour certains spécialistes, la complicité de ce conflit est notamment due aux ingérences étrangères. On écoute Imen Merad. Le 15 avril, une année jour pour jour se sera écoulée depuis que le conflit armé au Soudan entre l'armée du pays, présidée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces de soutien rapide, commandées par le général Mohamed Hamdan Daglo, aura éclaté en ébranlant la vie de toute une région. Humanitaires et experts dressent un triste tableau. Famine, déplacements, violences sexuelles, violences ethniques, la liste est longue et visiblement aucune issue politique n'est en vue. La guerre a fait des milliers de victimes et contraint 8,5 millions de personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des zones plus sécurisées au Soudan ou dans les pays voisins, selon les Nations Unies. Pour l'ONU, le Soudan vit une des pires catastrophes humanitaires, la pire crise de déplacement et bientôt la pire crise de la faim du monde. De manière générale, près d'un an après le début de la guerre, en avril 2023, la situation reste assez désastreuse, avec très peu de développement ou de percées en termes de négociations. Face à la gravité de la situation, Justin Brady, patron de l'OCHA, a appelé la communauté internationale à collecter des fonds pour le plan d'intervention des Nations Unies qui n'est financé qu'à hauteur de 5% pour cette année et à faire pression sur les parties belligérantes pour qu'elles cessent les combats. Quelles sont les solutions pour arrêter la guerre? Tout d'abord, il faut sérieusement tenter de restreindre les tierces qui financent les belligérants au Soudan et qui profitent de la poursuite du conflit. Il faut également tenter sérieusement de responsabiliser ces personnes en les désignant et en leur faisant honte, mais aussi en imposant des sanctions. Ce conflit subi de plein fouet par le peuple soudanais divise également la communauté internationale, motivée par des intérêts économiques. Au sein même de l'Afrique, les régimes relais se sont fait les porte-parole des intérêts occidentaux et dans le même moment, l'Union africaine et les puissances régionales comme l'Algérie appellent à un retour au calme et au respect de la souveraineté soudanaise tout en priorisant la solution politique, loin de toute ingérence étrangère. À présent, je vous propose ce reportage qui retrace le parcours d'une famille soudanaise qui a fui son pays à cause des combats. Un parcours difficile qui a duré 60 jours, du départ au Darfour pour enfin prendre fin à Kampala, capitale ougandaise. Récit de Leila Gertal. Le voyage a été très long et difficile. Il nous a fallu 2 mois pour atteindre Kampala. Un voyage à haut risque et contre-cœur, celui qui a contraint la famille de Mohamed Badri à quitter le bercail en direction de l'Ouganda. En l'absence d'une solution politique seule garante d'un cessez-le-feu durable du pays, le Soudan se vide de ce qui fait son âme, son peuple. Nous nous sommes rendus à Al-Fashir, qui devait être à 4 heures de Niala, mais cela a pris 3 jours. Nous avons marché sur des routes non communes, car les autres routes habituelles étaient pleines de vols et de conflits. Le voyage a été très long et difficile. Il nous a fallu 2 mois pour atteindre Kampala.
La route était trop dure, désertique, pleine de poussière. Nous avions peur et il n'y avait pas de station d'arrêt sur la route. Nous n'avions que des dattes et des biscuits. La nuit, nous campions dans le désert. Ma fille souffre maintenant d'ophtalmie à cause de la poussière. Le récit d'un long et périlleux périple que la famille Badri avait jusque-là placé sous silence, car si les corps sont à Kampala, les esprits n'ont pas quitté le Soudan. Nous souffrons également ici à Kampala, pas de soutien, nous n'avons qu'un peu d'argent que nous ramenons du Soudan. Il est difficile de trouver de l'eau et de l'électricité. L'eau n'est pas bonne pour la consommation humaine. Les prix des loyers sont élevés, ainsi que les frais de scolarité. La famille Badri a été traumatisée par les 6 premiers mois de ce conflit armé qui jusque-là a fait des milliers de victimes. Jusqu'à ce que nous arrivions à Kampala, nous n'y croyons pas en raison de l'intensité de la terreur, de la peur et de la souffrance auxquelles nous avons été confrontés au Darfour, principalement après les 6 premiers mois de la guerre. Et nous avons dépensé tout notre argent pendant cette période. Tout comme Mohamed et Zahra, ils sont environ 8 500 000 de Soudanais à avoir plié bagages pour fuir les combats, tout en gardant l'espoir que la raison puisse triompher de la guerre et qu'ils pourront rentrer chez eux sains et saufs. Madame, Monsieur, voilà pour ce qui est de ce dossier consacré à la situation au Soudan. Direction le Sud-Soudan à présent, où les premières prémices des ententes pour les élections semble prendre enfin part à la route des élections prévues le 24 décembre prochain. En effet, des prémices donc de cet accord sur la disposition d'un accord de code électoral auraient été trouvées. Khevdin Batache. Course contre la montre au Soudan du Sud, et dit-on. Il ne s'agit pas de sport, mais bien de politique, car le pays tente par tous les moyens d'achever un processus démocratique qui le remettra sur la voie des élections dès la fin de l'année. Et dans cette course contre la montre, une nouvelle étape a été franchie cette semaine par ce jeune pays, avec cet accord sur le code électoral qui s'appliquera aux partis politiques lors du prochain scrutin. Le défi majeur étant de mettre en place le cadre technique, logistique, opérationnel et politique d'une campagne électorale pour un processus qui convienne à tous. Ce code de conduite des partis politiques sera promulgué conformément aux dispositions de l'article 25 et conjointement avec les propositions de l'article A31 de la Constitution de la transition de la République du Soudan du Sud, qui accorde au gouvernement des transitions d'unité nationale revitalisée des pouvoirs législatifs exclusifs et de surréglementation des partis politiques. Les dispositions de ce code de conduite s'appliquent à tous les partis politiques en République du Soudan du Sud. Dans le cadre d'efforts plus vastes visant à galvaniser le consensus et la volonté politique entre les parties de l'accord de paix de 2018, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, et les partenaires régionaux tiennent des consultations régulières avec les partis politiques. L'adoption du code de conduite arrive donc à un moment critique alors que le Soudan du Sud se prépare aux élections de décembre qui auront lieu dans à peine 9 mois. Un code de conduite pour les partis politiques est un ingrédient essentiel pour des élections pacifiques car il aidera les partis à délimiter les conduites acceptables et interdites et garantira la responsabilité des actions qui ne sont pas conformes aux attentes. Nous sommes encouragés par le fait qu'ils ont convenu de s'engager dans un dialogue constructif continu pour parvenir à un consensus sur le type d'élections qui auront lieu, sur le processus d'élaboration de la Constitution et pour discuter des mécanismes relatifs au processus des réformes ou de l'avenir de la sécurité transitoire et d'un accord et du plan de sécurité électorale. La validation de ce code de conduite a été saluée par la mission de l'Union africaine au Soudan du Sud, qui estime qu'une telle démarche prend avant tout en compte les intérêts du peuple sud-soudanais. Et dans le même registre, je vous propose d'écouter le chef des affaires politiques de la MINUS, Guy Bennett, qui affirme que l'objectif de la mission d'appui des Nations Unies était de soutenir un code de conduite obligatoire ou volontaire entre les partis politiques en présence du Conseil des partis
politiques. On l'écoute. Le forum des partis politiques d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des forums précédents. Notre objectif aujourd'hui était de soutenir un code de conduite obligatoire ou volontaire entre les partis politiques en présence du Conseil des partis politiques. Le résultat lui-même a été un code de conduite volontaire accepté par les partis politiques eux-mêmes, ce qui, à mon avis, est positif et montre leur souhait collégial d'avancer vers des élections et d'avoir un processus électoral et un code de conduite qui s'appuie sur les meilleures pratiques au sein de la région. Et dans le dossier sahraoui, la France ne cache plus ses ambitions d'investir dans les territoires sahraouis occupés au profit de l'occupant marocain, et ce, en violation du droit international. C'est du moins ce qui ressort des déclarations du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, lors d'un entretien accordé à Radio France Internationale. Je l'ai dit en étant là-bas, nous avons reconnu le fait que le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà puisque nous allons même faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux. Après, pour ce qui est de la question diplomatique, c'est entre les deux chefs d'État que cela se gérera et se réglera. Voilà, je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui devant vous. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. C'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est pour le 19 Info, présenté par Abdelkader Idrief.